chose que François appelle la villa ironique. Alors il faut penser que ça c'est lui qui a fait les environmental bubble, c'est l'image iconique et des avant-gardes, pour les avant-gardes des années 60. Et là vous êtes dans les années 80 et fait une villa ironique, que c'est comme la réponse des années 80, c'est la fin de l'avant-garde, et les postmodernes qui arrivent. Et si vous regardez cette villa ironique, c'est une machine, encore une fois, c'est très machinique, mais ce machinisme trouve comme source d'imaginaire et d'image l'architecture classique, parce que si vous voyez les colonnes là, et les wheels, les rues, parce que c'est quelque chose qui se déplace, mais les rues sont à forme de chapiteaux ioniques. Ils sont comme des colonnes classiques renversées. Et ça, c'est une première forme de la villa ironique. Et ça, c'est la deuxième forme de la villa ironique, qui est Habitat des Fumiers, qui propose première version. Alors, c'est une idée, une réflexion des années 80. On est au milieu vraiment de le postmoderne. Et une réflexion sur c'est quoi cet habiter dans les postmodernes. Bon, vous pouvez, François, il écrit jamais. Et là, c'est vraiment exceptionnel. C'est un texte écrit par lui-même, qui est en train, bien sûr, de faire de l'ironie, je dirais même du sarcasme, sur les postmodernes et sur les postmodernes et sur l'idée d'habiter dans les postmodernes. Et ça, c'est une première version. Alors, et des autres versions. Alors, on est toujours dans des habitats des fumiers et qu'on va habiter avec des colonnes, encore une fois, uniques, qu'on appelle Home Sweet Home. Et voilà, ça, c'est les deux dernières images. Voilà, j'arrête là. Merci. Je trouve très intéressant que vous réintroduisiez ici la figure à la fois de Rainer Banham et d'Allegret. J'avais proposé une traduction, qui n'est jamais parue il y a longtemps, de l'ouvrage Home is not House. Et j'avais proposé comme titre, j'avais proposé deux titres. L'un, c'était l'habitation n'est pas une maison. Bien. Et puis l'autre était un peu plus sophistiqué, c'était l'habitat n'est pas une habitation. Voilà. L'éditeur n'a pas été séduit ni par le titre, ni par l'ouvrage. Bon. Et effectivement, il y a eu, je crois, il y a eu quelque chose là qui a été une fermeture de la critique française et de la publication française à tout un champ donc, de critique architecturale très lié aussi à la production artistique de l'époque et qui a été quand même sérieusement ignoré, tout simplement, ou occulté. Donc voilà, c'est difficile à traduire, mais il y a peut-être des possibilités quand même. Hein. Bon, hein. Comme dit Umberto Eco, traduire, c'est dire presque la même chose. Hein. Bien, moi, je crois que je vais laisser les questions se poser. Moi, je trouve très intéressant cet apport dans la mesure où on voit, et c'est presque toujours cela, c'est-à-dire que quand on fait ce retour sur cette période donc des années 60-70, on voit quand même que la plupart des thèmes hein, qui nous sont donnés comme contemporains, modernes, en rupture, etc., sont tous déjà là, et en dehors en dehors peut-être des filtres que nous-mêmes nous pouvons y mettre. Quoi. Je suis assez fasciné par cela. Alors, c'est très bien que vous rapportiez les questions de l'exposition de Montréal. Il se trouve, il y a des correspondances assez extraordinaires. Il se trouve que
à la même époque où le thème des bulles apparaît, j'ai l'occasion comme étudiant de travailler avec Frei Otto à Stuttgart, donc après l'exposition de Montréal, sous la reproduction au 10e du pavillon donc de Montréal. Et mon activité d'étudiant-chercheur consiste à faire des bulles de savon. C'est quand même assez... je vais trouver ça grandiose. Alors, pourquoi les bulles de savon? Parce que pour ces fameuses structures dont les surfaces sont excessivement complexes, sont des surfaces du 6e degré, qu'on ne pouvait pas à l'époque représenter, et qu'on ne peut d'ailleurs toujours pas représenter, on ne peut les représenter que sous forme de sections, comme ça. Ce sont ces surfaces donc tendues, en câbles tendus, comme ce pavillon de l'Allemagne à Montréal, et comme le sont les installations sportives des Jeux Olympiques de Munich, le stade, la piscine, etc. Bon. Et ces structures très très complexes, leur état optimal d'équilibre, c'est le film de savon. C'est-à-dire c'est l'état idéal dont il faut s'approcher pour que les forces de tension que l'on va mettre dans ces structures tendues soient en équilibre. Et donc tout le travail de mise en œuvre et de conception sur auquel j'ai participé, qui était celui des piscines et des stades de New York, consiste à prendre comme thème de référence les bulles de savon et de s'appuyer sur la théorie mathématique des bulles de savon qui date du début du siècle, une théorie des bulles de savon. Donc j'ai trouvé, je trouvais ces passages, vous voyez, bon, très importants. Alors, il y a un aspect peut-être qui... bon, vous le traitez à partir donc, de Montréal et à partir d'Allégret, mais ce que je retiens, moi, de cette époque, c'est ce qui se passe autour d'Architectural Design à Londres, et de E-School, Archigram, etc. Enfin, bon, et là, des gens comme Cédric Price sont très très proches des productions d'Allégret, moins sophistiquées, peut-être moins élaborées en termes de dessin. Mais il y a donc un monde là qui me semble ignoré. Il s'est fréquenté. Et oui, c'était tout en présence. C'est un milieu effectivement qui produit, qui publie, et qui a ses supports de publication comme Architectural Design, et puis même ces institutions, ou tout au moins cette école qui est plutôt un club, qui est Architectural School, et School. Pour moi, c'était un défi et très intéressant en même temps de travailler sur l'Allégret. C'est pas la manière que je travaille d'habitude, d'accumuler les images. C'est la seule manière de parler, de travailler avec d'Allégret. Il ne veut pas parler d'interprétation, toutes les interprétations ils vont bien. Il dit qu'il n'a jamais été influencé par personne. Il y a toujours cette rejet de toutes les propositions. Et il dit, la seule réponse qu'il a, moi j'ai fait des images, moi je fais des images. Et alors c'était un défi, pas seulement pour moi, on était à trois à travailler sur François. Et en plus on regardait, on était en train de lire toutes les interprétations qui sont en train de sortir maintenant sur la environmental bubble, etc. Ils sont souvent over-interpretation. Et de manière, c'était intéressant de travailler avec l'artiste qui ne veut pas dire, ne veut pas interpréter. Et de jouer avec lui à ne pas interpréter. Ça, c'était très intéressant et un défi. Moi, j'avais une question de relation comme ça. Je n'ai pas les dates en tête, hein, c'est un souvenir assez vague, mais il y a deux conférences d'Yves Klein sur la maison sans mur, je ne sais plus comment il l'appelle, hein, c'est une maison virtuelle, qui date de la même époque, et je vois des correspondances avec le travail d'Allégret. Bon, je pense qu'il y a eu probablement des passages. Bon.
Et donc, c'était une maison où les murs sont des murs d'air, hein, bon, qui créent un climat thermique, etc. Donc, ces deux conférences, je ne sais pas si... Enfin, moi, j'ai ça dans mes papiers quelque part, et je crois que c'est les tout début des années 60. Il travaille avec Claude Parron. C'est ça, c'est ça. Pardon, c'est au moment Et l'attitude, c'est parce qu'on a parlé, l'attitude envers la technologie de Yves Klein, c'est pas l'attitude de Dallegré. Parce que lui, il va cacher tous les appareils pour la climatisation dans l'idée d'Yves Klein sont cachés. Oui, c'est ça. Ouais. Et dans on ne sait pas qu'est-ce qu'il pense, François, mais lui, il adore, on voit à partir des images que les machines, il les adore, il les montre, ils sont compliqués, ils sont magnifiques, ils sont baroques, ils sont néo-baroques, je ne sais pas comment les appeler. Alors, oui, il y a des contacts, c'est évident qu'il y a des choses, mais ou avec Tanguy. Tanguy, les machines de Tanguy, alors ce sont des machines très ambiguës parce qu'ils ne marchent pas, ils font de la autodestruction. Les machines d'Allegré, non, ils sont très contents, les machines d'Allegré, c'est pas comme les machines de... alors oui, c'est intéressant de voir, oui, d'essayer de comprendre comment les positionner, je dirais. Je ne sais pas, question? Oui, en vous entendant, moi, je pense aussi à tout ce qui s'est passé des artistes qui sont intéressés au machinique. Là, vous l'avez, enfin moi, Daguerre faisait partie dans cette galerie, a été très influencé, mais il y a eu à New York, et je pense qu'il est venu à ce moment-là, l'ancien directeur de Beaubourg qui a fait, je crois que c'était en 67, cette exposition sur l'art machinique, et son fameux catalogue. Et puis alors, ce qui m'a intéressé aussi, c'est le lien que Daguerre fait avec Case Oldenburg, où on voit les formes, alors là, au contraire, circulaires. Donc il y a le lien entre l'art machinique, qui a inspiré beaucoup d'artistes. Il y avait un autre artiste français qui est venu à la même époque, dont j'ai oublié le nom aussi, ça me reviendra. Donc il y a eu, enfin, ça s'inscrit dans un mouvement qui était effectivement entre les artistes et les ingénieurs qui voulaient... Enfin, c'est ça qui est très intéressant. Et lui, je ne l'ai pas mis, mais il y a deux choses qui se passent. C'est les HEAT, Experiment in Art and Technology, qui font la côte est des États-Unis, avec Rauschenberg, Cage, etc. Sur la côte ouest, en Californie, il y a le directeur du musée d'art contemporain de Los Angeles qui essaye de créer de manière systématique des collaborations entre les artistes et les industries. Et les industries ça veut dire c'est le cinéma, mais aussi qu'est-ce qu'il y avait, les Lockheed qui faisaient les avions à l'époque. On parle toujours des années 60. Et Dallegré est impliqué, il est invité avec Rouchet, Oldenburg, tous les grands artistes de l'époque à faire une collaboration. Ils essayaient de faire des couples entre industries qui travaillent avec un des artistes. Et ça fait partie de ce grand projet qu'il y avait à l'époque de voir, construire un rapport entre la science, les sciences, industrie et les artistes. Qu'est-ce que ça a donné? Et voilà, et Dallegré était invité dans ce programme organisé sur la côte ouest des États-Unis. Et il a gardé en effet encore tous ses rapports avec la côte ouest. Et est. Juste un point d'information, comment, c'est à propos de Munich, du stade, mais comment est-ce qu'on a pu construire ce qu'on ne pouvait pas représenter? Ah ben justement. Oui, voilà. Justement, alors ça met en question les appareils. Parce que on est obligé,
il y a d'abord le dessin. Donc il y a deux architectes qui calculent, qui dessinent et qui gagnent le concours pour les installations sportives. Ils dessinent quelque chose qui est dans les recherches de l'époque, qui est un travail sur les structures légères et tendues. Hein. Bon. En allemand, c'est Flächentragwerk, intraduisible, mais ça veut dire c'est les surfaces tendues, hein, leicht et légères. Donc ça donne, si vous voulez, c'est la toile de tente tendue. Et on a une pratique de ces structures textiles ou par câble, on a une pratique millénaire. On sait tendre une toile et on sait la stabiliser. Et on connaît les principes statiques de ce type de structure. Il faut que dans le textile ou dans le câble, le rayon de courbure des câbles, des fils du tissu, des surfaces, soit inversé. C'est-à-dire que ça fasse ceci. C'est-à-dire que vous tendez d'un côté et vous tendez de l'autre pour que ce soit stable au vent, etc. Donc ça, on sait faire. Sauf que au moment où on construit Montréal, on ne sait pas le calculer de manière précise. On n'a pas la théorie du calcul. Ce qui fait qu'on est obligé de travailler par maquette. Et on fait et donc là, le dessin ne vient que a posteriori de la maquette. Il y a un premier dessin qui est une esquisse, on s'en rapproche par une maquette, et la maquette que l'on fait, on fait des maquettes au 125e, avec des petits câbles métalliques, et à l'époque, avec Fraiotto, on tire chaque câble avec un petit dynamomètre que l'on met sur la maille, bon, pour donner une tension à peu près égale. Bien. Et une fois qu'on a mis ça en tension, il y a des choses tout à fait surprenantes qui consistent à... Fraiotto, je précise que Frei c'est son prénom et Otto c'est son nom, ce qu'on ignore souvent. Fraiotto arrivait devant ses maquettes, donc il était moi j'étais étudiant là, et vu la structure universitaire, on a peut-être des leçons à prendre, il était mon employé, je précise. J'étais étudiant et il était mon employé. Parce que c'était une association de recherche de l'université de Stuttgart qui employait les ingénieurs et Fraiotto pour faire le contrat privé d'études techniques des structures de Munich. Vous voyez, bon. Ça laisse, vous voyez, d'autres rapports. Mais il arrivait quand même en grand maître. Bon. Et donc, son grand thème, c'était devant la piscine, devant le stade, devant les passerelles. Le grand thème, c'est de dire, est-ce qu'on le fait in moll ou in dur, hein? Donc, métaphore musicale, en mineur ou en majeur. Bon. Et ça voulait tout simplement dire que il y aurait des courbes plus tendues que d'autres, vous voyez, bon, pour dire un peu à la fois l'approximation, et on retombait dans la mise en forme des rives de ces structures qui vont ramener toutes les forces au sol, avec des modèles en bois comme l'aurait fait un patron d'un artisan du Moyen-Âge. Bon, donc on comparait, on disait voilà, on est plus proche de telle courbe, que bien sûr on pouvait calculer mathématiquement, mais que ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. Alors, ces maquettes, on les mettait, alors on est dans la déformation pour l'étude, hein, c'est quand même très important. Donc on fait la maquette, et puis on charge chacun des nœuds des câbles croisés, on le charge d'un poids qui représente les efforts au vent et les charges de neige. Et donc, le principe, c'est une table de mesure, Mestiche. Et donc, on met ces poids sur une planche, et en dessous, il y a une grosse chambre à air qu'on gonfle à la pompe à vélo. Et on dégonfle la chambre à air, et donc ça met en charge la structure, et elle se déforme. Parce qu'on répartit une charge uniforme sur l'ensemble. Elle se décharge. Et quand elle se décharge, on prend les mesures X, Y, Z, hein, c'est une Mestiche, qui était envoyée au département de physique de l'université de Stuttgart,
et qui, ce département de physique, avait les premiers instruments de dessin, on est en 70, bon, les premiers instruments de dessin, et donne des coupes. Et donc, charge, décharge, et on voit l'importance de la déformation sur les efforts au vent et les surcharges de neige. Surcharge de vent et surcharge de neige. Et donc, on fait un aller-retour entre ces coupes pour arriver au plus près de la surface que nous donnait le film de savon occupant les rives des bordures. Voilà, bon. Donc c'est complètement empirique, et ce que j'avais trouvé fort intéressant dans cette manière d'étudier ou d'approcher, c'est que on est obligé de passer par le modèle, par la maquette, pour pouvoir dessiner et pour pouvoir réaliser. Ceci dit, les expériences de mesure de tension, on était capable de calculer les erreurs relatives, mais sur chaque câble, l'erreur relative, elle était entre 600 et 800 tonnes. Bon. Donc, si vous voulez, ça double la section du câble, et donc on met le double, parce qu'on ne sait pas si on en mettait moins, si ça tiendrait. Ce qui fait que ce sont des structures très coûteuses, très coûteuses tout au moins à l'époque. Bon, maintenant, les modes de calcul, on peut le calculer par informatique, bon, mais on ne pourra jamais représenter sur un plan, on ne peut pas représenter les courbes du 6e degré, on peut, et autres, hein, bon, parce que si on veut représenter, on est obligé de couper, de sectionner. Et d'ailleurs, ce type de représentation par section était dans l'exposition architecture non standard, hein, où pour montrer ces surfaces complexes, et même après pour les réaliser, on est obligé de couper comme le saucisson. Vous voyez, donc on saucissonne, et puis par tranche, on regarde les déformations, et on fabrique la structure par tranche, etc. Et ensuite, on relie. Donc il y avait beaucoup de marge d'incertitude, et surtout, puisque c'était les débuts d'une relation avec une représentation numérique qui permettait de contrôler, on voit que, comme souvent d'ailleurs, et comme ça l'est, je pense encore très souvent, dans ce qu'il a été appelé ici l'architecture numérique, hein, on voit une hétérogénéité des techniques qui est assez considérable. C'est-à-dire qu'on a la pompe à vélo et la chambre à air, et puis on a les ordinateurs du département de physique de l'autre côté. Et cette image-là, je la garde en tête, et quand je vois le bricolage qu'il y a dans les stations spatiales, où on voit les gars avec des tuyaux partout, des fils, des machins bricolés, des boucles de scotch, etc., j'ai exactement cette même impression. C'est-à-dire qu'à la fois, on est dans une très très haute technologie, et puis il y a des choses comme ça qui sont très hétérogènes, très inattendues, et qui finalement, je pense, à l'intérieur même d'un état des techniques qui sont toujours hétérogènes, Simondon, je crois qu'on en parlera, un état des techniques montre qu'il y a du temps, il y a de l'épaisseur, il y a des choses qui sont incohérentes. Voilà, alors que ce monde-là nous est présenté comme éventuellement menaçant, dangereux, enveloppant, alors qu'en vérité il est plein de failles. C'est ce que j'ai retenu de ça. Il y a encore des architectes, Georges montrait Lars Spoilbruck de Knox, qui travaille avec encore les techniques de Giotto. Bien sûr. C'est tout à partir des maquettes. Moi, je ne vous cacherai pas que je pense que ça va beaucoup plus vite, en fait, que de rentrer toutes les données, etc. Je pense qu'il y a des choses comme ça. On n'a pas les variations, on n'a pas ça. Et la multiplication des points de vue ou des lieux de représentation, des plans de projection, on ne peut pas les multiplier à l'infini comme on le fait quand c'est numérisé, mais ça va quand même très très vite parce que finalement, dans l'infinité des choix qu'on n'utilise jamais, on trace une voie, on choisit. Juste une petite remarque. Ce qu'il apporte aussi, ce qu'apporte aussi David Greb, c'est
c'est une relation architecturale liée au corps. Il y a toute une génération d'artistes, parce que c'est ce qui a été vu dans l'intervention, on est en même temps dans le champ des arts plastiques, en même temps dans le champ de l'architecture, et on voit bien qu'au même moment, je pense évidemment à la ronde de Niki de Saint-Phal, hein, sur la question du corps, bien évidemment, on pense après à Van Lieshout, alors ça on est dans les années 80, 90, qui crée donc des structures de vie un peu invivables, mais qui sont des structures vraiment très organiques. On pense à Absalon. Alors c'est pas une bulle, mais c'est une cellule. Enfin, il y a quand même cette idée-là. Je trouve que dans le champ de l'art contemporain, il y a une incroyable extension de ces expériences des années 60 jusqu'à aujourd'hui, hein, qui sont extrêmement vivantes. Et là, on a une espèce de piste historique qui est extrêmement forte. Et puis la deuxième chose, c'est ce que Tinguely a été cité. Tinguely travaillait avec un ingénieur, alors de mémoire, je crois qu'il s'appelait Cliver, hein, qui était un Danois. Bill Kluver. Oui, Kluver, ouais. Et il était, en fait, je pense à ça parce qu'à la remarque que vient de faire Jacques Boulet, c'est sur le côté très pragmatique et empirique. Hein. C'est-à-dire, et Kluver était ingénieur, mais en fait, ils suivaient les hypothèses de Tinguely et ils inventaient des choses qui, au fond, ne fonctionnaient pas. Mais ce qui était important, c'est que c'était pas important que ça ne fonctionne pas. Ce qui était important, c'est qu'on puisse le projeter. Et au fond, moi, je crois que Tinguely faisait de la maquette à échelle 1, quoi. Il faisait de la maquette. Et ça fonctionnait souvent pas. Puis alors, une petite anecdote, il a quand même fait un certain nombre d'œuvres qu'il cachait par une bulle, Tinguely. C'est-à-dire qu'on ne voyait pas jusqu'à ce que ce soit fini. Alors parfois c'était pour faire de la provoque, hein, quand il fait son incroyable phallus à Bâle, je crois que c'est à Bâle ou à Zurich, je sais plus. Les gens pendant un an, ils ont bien vu, ils ont dit tiens, il y aura un Tinguely, etc. Et le jour où on a dévoilé, c'était cette espèce de scandale absolu qui s'est très rapidement détruit. Donc je trouve qu'il y a une espèce effectivement de ligne artistique, architecturale, technique, scientifique, qui est très forte dans les années 60, et on pourrait peut-être la connecter à la question de l'économie. Je veux dire par là que les procédures du monde de l'économie, hein, alors le design est touché par ça, mais l'art est touché par ça via Klein. Quand il fait des brevets, c'est-à-dire il utilise ou il use le monde industriel, le monde du marché, le monde professionnel, et il le fait rentrer dans l'art. Bon, Duchamp l'avait fait avant avec les actions, etc., mais on voit bien cette perspective-là, quoi. Enfin, je trouve que c'est très important de le situer dans ce mouvement-là, je crois. Voilà, c'est tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Pour répondre un peu, en effet, soit Tinguely, en effet, la première chose, les collaborations qu'il fait avec Kluver, c'est dans les jardins de MoMA, parce que la chose que j'ai montrée dans le désert, c'est Study for an End of the World number 2, et the first one, Study for the End of the World number 1, c'était dans les jardins du MoMA. Et c'était la catastrophe. Ils ont fait brûler pas seulement les jardins, mais le Museum of Modern Art. C'était vraiment catastrophique. Toutes les machines sont parties dans toutes les directions, les pompiers, c'était super drôle. Mais Kluver, c'est lui qui fait les collaborations sur les hits, sur Experiment in Art and Technology, qui sont faits avec Cage, et John Cage, Rauschenberg. Et il y a 9 artistes très importants. Et là, en effet, oui, Rauschenberg, on peut penser à ces machines qui sont aussi des machines ironiques et qui ne marchent pas, qui tombent, ou qui sont responsives, sont interactives, responsives, etc. Et Kluver, c'est lui qui collabore pour faire les grands pavillons qui, encore une fois, devient iconique et est redécouvert, les pavillons de la Coca-Cola à Osaka. Parce qu'on a fait grand cas, on a parlé beaucoup de Tiller Scofidio, la nuage, là, the cloud building.
Mais eux, ils étaient bien inspirés par les pavillons qui étaient faits avec une collaboration d'artistes à Osaka. Non, c'était pas Coca-Cola, c'était Pepsi-Cola. Et c'était Clover avec des artistes. Et ce pavillon-là, c'était aussi une cloud. Et c'était en 70, Osaka. Et alors Clover, c'est un personnage super intéressant qui a collaboré avec les artistes les plus grands artistes des années 60-70. Oui, c'était lui les artistes. Tanguy, son rapport avec les machines, c'est assez problématique, en effet. On ne sait pas trop bien s'il les aime ou les déteste ou si c'est la fin du monde. Yves Klein aussi, il cache les machines. Il veut que la climatisation du globe, il veut climatiser, c'est ça l'idée de Yves Klein, c'est l'idée de climatiser toute la Terre entière, mais il ne faut pas montrer les machines, on les met sous terre, comme ça, ou dans les Grecs qui célèbrent les machines, c'est très intéressant. Toutes ces expériences-là, à l'époque, et c'est très intéressant, étaient critiquées d'une manière violente par la gauche. Et par la gauche, pour la contre-culture, les expériments en art and technology faits à New York, mais encore plus, c'était critiqué d'une manière violente. C'était l'expérience faite pour le Museum of Contemporary Art of Los Angeles, parce que les artistes étaient accusés de collaborer avec des industries qui étaient des industries qui en effet, étaient en train de gagner énormément pour développer des technologies de guerre qui étaient utilisées, bien sûr, après la guerre, Vietnam, Alors, il y avait tout. C'est assez compliqué, en effet, de démanteler et comprendre qu'est-ce que c'est tous les discours et toute la politique sur ce rapport qu'on est en train d'essayer de mettre en place entre science, technologie, industrie et artistes, art et artistes, dans ce climat de grands protestes qui est en train de se passer dans l'Amérique du Nord, avec tous les discours de la contre-culture, la grande bataille contre l'État, la guerre en Vietnam, etc. Et on accuse souvent les artistes d'être accomplices, des complicités avec l'industrie de guerre, avec la guerre en Vietnam, etc. En effet, c'est très intéressant et compliqué. Pas encore assez exploré, mais je dirais. Oui, je voulais juste rajouter, ça marche, ça ? Pour revenir sur la question de la machine qui ne marche pas, je voulais rappeler le magnétophone de Warhol. Hein, donc Andy Warhol achète un magnétophone qui ne fonctionne pas. Et il l'achète parce qu'il ne marche pas. Donc on est vraiment dans cette époque où la machine n'a d'intérêt que si elle est en panne, qui est un principe technologique fondamental. Hein, Paul Virilio dit on invente le navire, on invente le naufrage. Donc il faut toujours prendre en compte le fait que la machine puisse tomber en panne, avoir un accident, etc. C'est un principe technologique fondamental auquel peut-être les ingénieurs ne pensent peut-être pas suffisamment souvent, je ne sais pas. Voilà. Donc, je voulais aussi donner une information. Vous avez cité le graphe tout à l'heure, vous avez montré les relations avec le graphe. Si on veut aujourd'hui voir des œuvres du graphe, il faut aller au Palais de Tokyo, à l'exposition Kugyo le Parc, qui montre justement 3 ou 4 œuvres de cette période. C'était juste une information. Merci. Merci Alexandra. Jean-Hugues. Nous n'avons qu'une heure de retard. C'est pas grave, on fera sauter le repas. Ah non. Ça te fout souvent bien. Ça nous fera tous, ce petit
Jean-Hugues doit être connu de la plus grande part de l'assistance, mais pour ses prestations dans le cadre de la MSH, pour son statut de chercheur ici, pour les... je le perçois comme ça, c'est presque un éloge non dissimulé, pour sa relecture et sa remise au débat de l'œuvre de Simondon. C'est quand même... c'est une grande chose. Ben, voilà. Voilà, donc Jean-Hugues va nous parler donc, de la révolution de l'espace et de l'architecture comme réalisation de la philosophie dans Écume. De Sloterdijk. Oui, Et donc je ne serai pas dans Simondon aujourd'hui. oui, voilà. Je me lance dans un travail sur Sloterdijk. D'ailleurs, le titre privilégie Écume. Mais en fait, c'est plutôt la troisième partie de mon exposé qui portera sur Écume, parce que maintenant que je suis lancé dans Sloterdijk, je suis obligé de parler de toute son œuvre avant. Donc je vais parler de pas mal de choses, et pas seulement de Écume. Et je terminerai sur la question d'architecture, que je prolongerai dans des travaux l'an prochain. Je travaillerai sur l'architecture selon Sloterdijk, puisque j'ai décidé de faire un petit livre sur lui, parce que c'est un penseur que je trouve fascinant, avec lequel je ne suis pas d'accord sur pas mal de choses, mais je crois que c'est un très grand philosophe. Philosophe tellement grand que ce qu'il fait n'est peut-être plus de la philosophie. Bon, alors, la première partie s'intitule « Les ambiguïtés d'une pensée autour de l'affaire Sloterdijk », dont vous avez peut-être entendu parler. Pour ceux qui n'auraient pas encore lu son œuvre, je rappelle qu'il est en Allemagne, mais aussi en France, à la fois un grand intellectuel assez médiatisé et aussi l'homme d'un scandale. Le scandale créé par le désormais célèbre opuscule intitulé « Règles pour le parc humain », qui est en réalité le texte d'une conférence. Cette dernière se voulait, ainsi que l'indique du reste son sous-titre, une lettre, je cite, une lettre en réponse à la lettre sur l'humanisme de Heidegger. Mais la reprise par Sloterdijk de certains concepts et de certaines thématiques de Heidegger lui-même, auteur désormais détesté en Allemagne, eh bien cette reprise donc, a laissé croire aux lecteurs, qui n'étaient pas vraiment entrés dans le texte, que les expressions de Sloterdijk, comme par exemple l'expression parc humain, ou bien l'expression élevage de soi-même, eh bien, ça a laissé croire que ces expressions utilisées par Sloterdijk relevaient d'un élitisme heideggeriano-platonicien. Je dis platonicien parce que Platon est présent aussi comme référence dans ce texte de Sloterdijk. Bien sûr, il suffit de lire attentivement le texte pour comprendre qu'en fait, il vise bien plutôt à soutenir la thèse suivante. Je cite, « Nous avons quitté l'ère de l'humanisme des temps modernes, considéré comme un modèle scolaire et éducatif, parce que l'on ne peut plus maintenir l'illusion selon laquelle les grandes structures politiques et économiques pourraient être organisées selon le modèle amiable de la société littéraire. » Alors une telle thèse, formulée en 1999, est aujourd'hui devenue une banalité. Et elle ne peut redevenir profonde qu'à la condition qu'on l'inscrive dans un débat avec Michel Foucault, pour lui faire dire autre chose et davantage que ce qu'elle dit. Dire quoi? Eh bien, le fait que le biopouvoir, pensé par Foucault, biopouvoir qui, jusque dans les écoles, et sous forme de discipline des corps, a accompagné l'humanisme de la modernité, comme humanisme fondé sur les humanités littéraires, eh bien, ce biopouvoir a pris la forme tout à fait nouvelle de ce que Sloterdijk nomme les médias de la désinhibition, et que Stigler en France nomme le psychopouvoir, et non plus le biopouvoir, le psychopouvoir des industries culturelles, en lesquelles s'effondre la République des lettres de l'ancien humanisme. Et que l'on ne pourra surmonter qu'en acceptant, ce psychopouvoir, on pourra le surmonter qu'en acceptant, parce qu'il est aliénant, on pourra le surmonter qu'en acceptant de penser l'homme comme cet animal néoténique, dit Sloterdijk, qui est fait par la technique. Un animal qui est fait par la technique autant qu'il l'a fait. Sur ce dernier point,
qui marque certainement la grande co-incidence entre le Stigler de 94 et le Sloterdijk de 99, ce dernier écrit « En réalité, l'homme, conçu comme créature d'une espèce et comme matrice de chance d'individualisation, Simondon dirait bien sûr d'individuation, est une dimension qui n'existe pas, qui ne peut exister dans la nature. » Donc l'homme n'existe pas dans la nature. Cette dimension ne s'est engendrée d'elle-même que sous l'effet rétroactif de proto-techniques spontanées, au cours de très longs processus de formation ayant une tendance contre-naturelle. En d'autres termes, ce que Sloterdijk nomme les anthropotechniques, comme techniques du contrôle de l'homme, qui se sont radicalisées, dit-il, avec les technologies génétiques, eh bien cela possède sa condition de possibilité dans un fait extrêmement lointain, plus de 2 millions d'années, ce fait extrêmement lointain de ce que Sloterdijk nomme la révolution anthropogénétique, la genèse de l'homme sur Terre. C'est-à-dire cette ouverture au monde d'un primate qui se dresse pour manier des objets et en fabriquer. Sloterdijk révèle alors qu'en réalité, son concept d'anthropotechnique désigne à la fois le conditionné contemporain, c'est-à-dire les technologies nouvelles, et le conditionnant originel, c'est-à-dire l'homme comme être prothétique, comme animal fait par la technique, depuis plus de 2 millions d'années. Il écrit ceci: « Je veux essayer de montrer dans les lignes qui viennent que la méditation heideggerienne sur l'extase existentielle a aussi, l'extase, le fait d'être hors de soi bien sûr, a aussi une signification pour la compréhension de la crise actuelle dans la définition biologique de l'homme par soi-même. Dans cette crise, dit-il, qui affecte les modes d'intervention de l'homme sur l'homme, pour lesquels j'ai introduit, dit-il, dans mon discours prononcé à Bâle et à Elmo, règle pour le parc humain, l'expression anthropotechnique. Très récemment, poursuit-il, au cours d'un vaste débat, on a compris ce terme comme le synonyme du concept d'une biotechnologie humaine effectuant une planification stratégique. En vérité, l'expression anthropotechnique désigne un théorème philosophique et anthropologique de base selon lequel l'homme lui-même est fondamentalement un produit et ne peut donc être compris que si l'on se penche dans un esprit analytique sur son mode de production. Comprendre cette révolution anthropogénétique, c'est-à-dire cet avènement bouleversant de l'humain sur Terre, comprendre cette révolution anthropogénétique donc comme prothéticité de l'être homme, c'est se donner les moyens de penser l'homme par-delà l'humanisme des modernes. L'humanisme des modernes qui en effet ne pensait pas la genèse de l'humain, mais le coupait bien plutôt radicalement de l'animal en faisant de la raison l'essence innée du premier. Par là même, c'est se donner les moyens de comprendre le lien intime entre ce devenir homme originel et les menaces techniques qui pèsent aujourd'hui sur l'homme. Par là, enfin, c'est se donner quelques réelles chances de résister aux effets pervers des médias de la désinhibition, pour reprendre l'expression de Sloterdijk, résister aux effets pervers des médias de la désinhibition et de la culture de masse que ces industries culturelles organisent. En ce point, l'apport incontestable de Stigler aux interrogations de Sloterdijk est la démarche subtile de la pharmacologie, qui tente de penser la technique comme étant à la fois le poison et le remède, parce qu'elle est ce qui fait l'homme. On remarquera cependant l'ambiguïté de la thèse commune à Stigler et Sloterdijk. D'un côté, il s'agit de penser la genèse de l'homme, mais d'un autre côté, la prothéticité reste impropre de l'homme, en tant que ce dernier, contrairement aux autres espèces, n'est pas fait par la nature. Donc là, il y a rupture. Comment penser une genèse dans la rupture? C'est là l'ambiguïté. J'ai discuté personnellement cette thèse à l'occasion d'un dialogue avec Stigler concernant la question plus générale et plus fondamentale en philosophie de la réfutation de l'idéalisme au sein de l'héritage français de Simondon. Quelle que soit à mes yeux, malgré tout, l'importance de la réserve que j'émettrais concernant les constructions philosophiques de Sloterdijk et de Stigler, un premier enseignement est en tout cas qu'il semble possible de rapprocher ces deux penseurs, mais à condition de prêter à Sloterdijk une intention d'Aufkläreur qu'il n'a peut-être pas jusqu'au bout. Parce qu'une telle intention ne peut survivre aujourd'hui
C'est difficile d'être dans la volonté des Lumières aujourd'hui. Une telle intention ne peut survivre aujourd'hui que chez celui qui pense la différence subtile entre, d'une part, l'idée des Lumières et, d'autre part, ce qu'a été l'humanisme des modernes. Il y a là une différence subtile. Je rappelle que les Lumières, ce sont d'abord le penser par soi-même et l'encyclopédisme, toujours ouvert au devenir des sciences. Tandis que l'humanisme des modernes, qui bien sûr est lié profondément aux Lumières, mais qui s'en distingue, l'humanisme des modernes, lui, a prétendu à un savoir philosophique, avec un grand S, un savoir fondé sur la raison, comprise comme essence de l'homme. Alors j'avais produit ailleurs, dans un texte pour une publication anglaise, l'explication de cette différence subtile entre l'humanisme des modernes et les Lumières qui s'y rattachent pourtant, en montrant, après et avec Simondon, que l'encyclopédisme, en tant qu'il s'oppose au savoir figé, est le seul trait par lequel les Lumières, et même l'humanisme, peuvent se dépasser eux-mêmes et prendre aujourd'hui une nouvelle forme tout à fait inédite et parfaitement irréductible à l'humanisme des modernes. Sloterdijk, lui, dit à terme son non-engagement, ou bien en tout cas son engagement très partiel, c'est-à-dire au sens de l'intellectuel engagé qui joue son rôle d'aufkläreur. Il dit à terme son non-engagement plus que partiel. Premièrement, première étape, il distingue d'abord entre les médias en forme d'appareils qui transmettent des programmes et des médias personnels, c'est-à-dire des gens dotés d'une certaine perméabilité, qui transmettent les missions d'une époque ou les tensions de leur temps. Donc, nous sommes aussi des médias, nous. Et nous transmettons les missions d'une époque ou les tensions de leur temps, du moins lorsqu'on a l'ambition d'être un intellectuel. Deuxième étape, cette dernière distinction interne au second concept de média, c'est-à-dire le média personnel, la personne. Cette dernière distinction entre ceux qui transmettent les missions d'une époque et ceux qui transmettent les tensions de leur temps, eh bien cette distinction est également formulée bien que différemment dans cette thèse précoce des entretiens avec Olivier Manoni, où Sloterdijk déclare « Après les Lumières, si on ne les a pas contournées, il ne peut plus exister de médias directement religieux, mais sans doute les médias d'une ambiance historique ou les médias d'une urgence. » Là, il parle des gens, des intellectuels, qui sont des médias. Médias d'une ambiance historique ou les médias d'une urgence. Troisième temps, Sloterdijk applique à lui-même l'appellation de médias d'ambiance, et non pas de médias d'urgence. Les médias d'urgence, c'est Stigler. Les médias d'ambiance, c'est Sloterdijk. Il l'applique à lui-même lorsqu'après avoir distingué entre les médias appareils et les médias personnalités, il écrit « Si l'on rassemble ces deux concepts de médias, et si on les applique à son propre rôle, on peut en arriver, en quelque sorte, à se soupçonner soi-même d'être un appareil. La théorie récente de la littérature et des médias parle de l'auteur comme d'une machine à écrire neurologique. Et cela correspond parfois à l'expérience que l'on a de soi-même quand on est en position d'auteur, dit-il. Pour ma part, je préférerais me comparer à un piano qui se met subitement à jouer tout seul. Un piano automatique de l'esprit du temps. J'enregistre facilement les ambiances, mais je trie avec une assez grande sévérité. Enregistrer les ambiances, comme le ferait un piano automatique de l'esprit du temps, voilà la tâche que s'attribue Sloterdijk, qui ne prétend hériter des Lumières qu'en tant que celles-ci, selon lui, ont quelque chose à voir avec la clarification de l'humeur sociale et individuelle. Étrange réduction du combat des Lumières et du penser par soi-même contre ce qui aliène l'homme. Je rappelle la formule, la clarification de l'humeur sociale et individuelle. Est-ce que c'est ça les Lumières? C'est faible ça. C'est léger. Donc là, il y a une réduction de sa part. Simondon, lui, faisait au contraire des Lumières, et même de l'humanisme, ce qui réside dans un combat, et qui, de ce fait, peut toujours prendre une nouvelle forme, s'il est vrai que les formes de l'aliénation à combattre sont elles-mêmes toujours nouvelles. On remarquera d'ailleurs l'ambiguïté du discours de Sloterdijk, qui thématise le psychopouvoir
à travers les médias de désinhibition, que sont la télévision, dit-il, le cinéma de violence. Il thématise cela, tout en mettant en réalité l'accent sur ces nouvelles formes de biopouvoir, et non pas de psychopouvoir. Il met l'accent en réalité sur les nouvelles formes de biopouvoir que sont les technologies génétiques et autres anthropotechniques récentes. S'il y a bien une ambiguïté, c'est parce que le discours sur le biopouvoir et celui sur le psychopouvoir, que Sloterdijk semble vouloir articuler, n'ont en réalité ni le même ancrage théorique, ni les mêmes visées. Si Foucault et Stigler sont irréconciliables, c'est parce que la maîtrise spatiale des corps et la maîtrise temporelle des esprits n'ont pas les mêmes conditions de possibilité et ne font pas peser sur nous les mêmes dangers. Stigler le dit à sa manière en reprochant à Foucault de ne pas avoir pensé la prothéticité originelle de l'esprit humain, qui seule rend possible l'actuelle désindividuation par des rétentions tertiaires, publicité, films, jeux vidéo, devenues nocives. Les analyses à venir, qui porteront sur autre chose, feront toutefois aussi comprendre que Sloterdijk, tout en thématisant le psychopouvoir et ses conditions prothétiques originelles, reste un penseur de l'espace plutôt que du temps. Sans doute est-ce la raison pour laquelle, chez lui, ni le recours aux paléoanthropologies, aux travaux paléoanthropologiques, ni le discours sur les médias de la désinhibition, comme il dit, ne parviennent en réalité à devenir centraux dans son œuvre. Enfin, et avant d'en venir désormais à mon propos central, donc à une seconde partie de l'analyse, je crois qu'au vu du scandale qu'il a provoqué, on pourra tout au moins reprocher à Sloterdijk d'avoir été soit particulièrement maladroit par son vocabulaire, parler de parc humain, soit particulièrement provocateur à des fins de médiatisation. Je pense personnellement, pour la seconde hypothèse, s'il est vrai que Sloterdijk est tout sauf naïf. Alors, la deuxième partie sera consacrée à l'habiter comme co-constitution de l'homme et du monde. Dans ses entretiens avec Heinrich, qui sont intitulés « Ni le soleil ni la mort », en référence à la fameuse formule de La Rochefoucauld, le philosophe écrivain allemand revient sur un tel malentendu. Il y revient à partir de la thématique qui va m'intéresser aujourd'hui. La thématique de l'habiter, telle qu'il la développe dans son grand œuvre, cette trilogie qu'est Sphère. Il répond à Heinrich, « Selon ma conviction, le devenir humain en général et l'ouverture de la clairière en particulier, expression que je commenterai, ont quelque chose à voir avec la domestication, c'est-à-dire avec la domiciliation de l'homo sapiens. Le devenir humain a été, en tant que tel, un acte d'élevage spontané de soi-même. » Il persiste dans son vocabulaire provocateur. On peut ainsi comprendre pourquoi une querelle permanente pour l'éducation et le dressage de l'être humain parcourt les cultures avancées. La métaphore du parc humain est donc une paraphrase de Platon. J'associais moi-même au parc des significations plus américaines qu'européennes. Mais peut-être devrait-on avoir une réflexion positive et se dire que le scandale était un bon signe. L'un des premiers résultats de cette controverse est en tout cas le fait que l'on a commencé à comprendre, dit-il, comment l'affaire de ce que l'on appelle les anthropotechniques doit forcément devenir l'objet d'une anthropopolitique. Et il termine en disant « C'est un état de fait auquel Michel Foucault a déjà fait allusion, il y a 25 ans, dans ses réflexions sur ce qu'il appelait la biopolitique. » Où l'on retrouve bien la référence à Foucault, même si, jusqu'à son récent ouvrage intitulé « Tu dois changer ta vie », où Foucault est en effet assez présent, bien jusqu'à ce livre, les sources privilégiées de Sloterdijk étaient bien plutôt, entre autres évidemment, Nietzsche, Gabriel Tarde, Heidegger, Bachelard, Lacan, Deleuze, Elias Canetti, Derrida et Latour. La référence centrale à Heidegger transparaît du reste aux premières lignes du passage que j'ai cité, lorsque Sloterdijk pense à nouveau frais l'ouverture de la clairière, c'est-à-dire l'être au monde du Dasein que nous sommes. Le Dasein comme là de l'être. Dans Règles pour le parc humain, déjà, il reprochait à Heidegger de ne pas avoir compris que son analytique du Dasein aurait dû être réécrite à partir de la paléoanthropologie. Il écrivait « Le séjour humain dans la clairière
en termes heideggeriens, le fait que l'homme se tienne ou soit tenu dans la clairière de l'être, ne constitue nullement un rapport ontologique primitif qui ne serait accessible à aucun autre questionnement. Il existe une histoire, résolument ignorée par Heidegger, de la sortie de l'être humain dans la clairière. Une histoire sociale de la manière dont l'homme peut être touché par la question de l'être, et une mobilité historique dans l'ouverture béante de la différence ontologique. En d'autres termes, si l'homme est cet étang qui s'interroge sur son être, c'est parce qu'une histoire l'a conduit à se tenir dans cette clairière de la question de l'être. Heidegger avait donc eu tort, dans Ein und Zeit, de vouloir penser d'abord l'être au monde du Dasein et de ne penser ensuite le vivant animal que par privation, comme il disait, à partir du Dasein. C'est bien plutôt le mouvement inverse que doit accomplir la pensée. Penser le devenir homme de l'animal. Ce propos est poursuivi et précisé dans La domestication de l'être, où Sloterdijk écrit « Si l'on veut s'en tenir à l'alliance avec Heidegger, penseur de l'extase existentielle, il faut parallèlement se décider à mettre entre parenthèses le refus affecté manifesté par Heidegger à l'égard de toutes les formes d'anthropologie empirique et philosophique, et expérimenter une nouvelle configuration entre l'ontologie et l'anthropologie. Il s'agit à présent, dit-il, de comprendre que même la situation fondamentale et apparemment irréductible à l'être humain, qui porte le nom d'être au monde et se caractérise comme l'existence, ou comme le fait de se tenir à l'extérieur de la clairière de l'être, constitue le résultat d'une production dans le sens originel du terme. Et il termine en disant « Je demande donc, pensant avec Heidegger contre Heidegger, comment l'homme est venu à la clairière, et comment a été produit l'éclair à la seule lumière duquel le monde, en tant que monde, a pu commencer à briller. » L'expression d'ailleurs « penser avec Heidegger contre Heidegger » est une expression qu'il reprend à Habermas. On remarquera que si l'analytique du Dasein doit donc être réécrite à partir de la paléo-anthropologie, réciproquement, dans ce passage, il s'agit bien de s'en tenir à l'alliance avec Heidegger, penseur de l'extase existentielle. Parce qu'aux yeux de Sloterdijk, aucune anthropologie empirique ou positive ne rendra compte de l'extase, qui singularise l'homme, c'est-à-dire de ce fait étrange qu'est l'extériorité de l'esprit à lui-même, constitué qu'il est par un monde qui n'est pas un simple milieu et qui n'est plus naturel mais technique. Le pari de Sloterdijk est donc en réalité de penser entre l'anthropologie empirique, qui ignore l'extase humaine, et l'ontologie philosophique à la Heidegger. Penser entre les deux. Parce que l'ontologie philosophique à la Heidegger, pour sa part, ignore le devenir humain. Et c'est à cette fin, penser dans l'antre, c'est à cette fin que se développe la théorie métaphorique que Sloterdijk appelle sphérologie, et qui consiste à penser le devenir homme, objet de l'anthropologie, à partir de la problématique de l'habiter, comme problématique en même temps ontologique, car rendant compte de la clairière de l'être. Ainsi écrit-il dans La domestication de l'être,